Ma femme a demandé le divorce. Tu ne peux pas te permettre un avocat pour me combattre. J'ai répondu, vous avez raison. Elle m'a servi des papiers au tribunal pour voir l'avocat de divorce le plus craint et le plus cher de la ville s'asseoir à côté de moi. Il l'a regardé et a dit, il n'a pas besoin de me payer. Je suis son frère aîné. Ma femme, Evelyne, m'a informé mardi dernier qu'elle voulait divorcer. Il n'y avait aucune tristesse dans ses yeux, aucun regret dans sa voix. C'était une déclaration de victoire. Nous étions assis dans le salon de la maison que nous avions passé 8 ans à devenir une maison. Et elle me parlait avec la finalité détachée d'un bourreau. C'est fini, Tom, dit-elle, en plaçant un dossier sur la table basse. J'ai déjà parlé à un avocat. Ce sont mes termes. Je n'ai pas ouvert le dossier. Je n'étais pas obligée. Elle était très heureuse d'énumérer ses demandes. Elle voulait la maison sur laquelle mon grand-père m'avait aidé à verser un acompte. Elle voulait 70% de nos économies partagées. Elle voulait une pension alimentaire pour époux pendant au moins 5 ans. Ce n'était pas une négociation. C'était une reddition inconditionnelle. Quand elle a fini, elle s'est penchée sur le dos, un sourire enjoué et confiant sur son visage. Et je ne veux pas me battre là-dessus, Tom, dit-elle, sa voix ruisselant de pitié condescendante. Soyons réalistes. Vous êtes professeur de magasin de bois au lycée. Tu gagnes une vie décente, mais tu ne peux pas te permettre un vrai avocat. Mon gars va vous enterrer en frais de justice avant même que vous ne voyiez l'intérieur d'une salle d'audience. Il vaut mieux que tu acceptes les termes et que tu partes. Je viens de m'asseoir là en regardant cette femme que j'avais aimée, cette femme avec laquelle j'avais bâti une vie, et j'ai senti un profond sentiment de froid s'installer sur moi. Elle ne voulait pas me quitter. Elle voulait me ruiner. Elle me voyait comme faible, comme un obstacle à être écrasé et jeté. Sa plus grande arme, pensait-elle, était mon incapacité à me battre. Je laisse le silence en l'air pendant un long moment. Puis je l'ai regardée, mon visage un masque de démission, et j'ai dit les 2 mots qu'elle attendait d'entendre. Vous avez raison. Le soulagement sur son visage était immédiat. Elle avait gagné. L'humble et simple enseignant n'allait pas se battre. Elle se leva, lissait sa jupe, et dit, bien. Je suis content que tu sois raisonnable. Tu seras servi avec les papiers officiels la semaine prochaine. Puis elle est sortie de la chambre. Voici ce qu'Evelyne savait. Elle savait que j'étais un homme de moyens simples. Elle savait que je n'avais pas des dizaines de milliers de dollars à lancer dans une bataille légale. Elle savait aussi que j'avais un frère aîné nommé Marcus, qu'elle connaissait aussi. Et ce sur quoi elle s'appuyait, c'est que Marcus et moi n'avions pas parlé depuis 5 ans. Marcus n'est pas un professeur. Marcus est un requin. Il est, sans exagération, l'avocat de divorce le plus craint et le plus cher de l'État. C'est un prédateur légal dont le nom rend d'autres avocats nerveux. Et il ne faisait plus partie de ma vie. Nous avons eu une chute après la mort de nos parents. C'était au-dessus de la maison familiale, de la maison où nous avons grandi. Je voulais le garder pour le garder en mémoire, un endroit pour nos familles ensemble. Je suis sentimentale comme ça. Marcus, le pragmatiste, l'a vu comme un atout irréprochable. Il voulait le vendre, diviser l'argent et avancer. Nous avons eu une dispute amère et terrible qui s'est terminée avec nous sur les côtés opposés d'un canyon d'orgueil têtu. Nous n'avions pas parlé depuis. Evelyne avait été témoin de la queue de ses retombées. Elle me voyait comme complètement et définitivement isolée de la seule personne puissante de ma famille. Dans son calcul stratégique, mon plus grand atout potentiel était un capital mort. Elle avait tort. Pendant 3 jours après son annonce, j'étais dans un endroit sombre. Elle avait raison sur une chose. Je ne pouvais pas me permettre de la combattre. Pas selon ses conditions. L'idée de perdre ma maison, mes économies, tout ce pourquoi j'avais travaillé était étouffante. Le 4e jour, j'ai touché le fond du rocher. Et à partir de là, il n'y avait nulle part où aller sauf monter. J'ai avalé chaque once de ma fierté, une fierté qui m'avait coûté mon frère pendant 5 ans, et j'ai trouvé son numéro de téléphone privé. Ma main tremblait quand j'ai composé. Je m'attendais à ce qu'elle aille à la messagerie vocale ou à ce qu'elle soit répondue par une assistante forte. Mais après 2 anneaux, une voix familière et profonde répondit.
Bonjour, Marcus, dis-je, ma propre voix retentit faible et étrangère à mes oreilles. Cet homme. Il y a eu une longue pause. Un instant, je pensais qu'il allait raccrocher. Tommy, il a finalement dit, le vieux surnom semblait étrange après tant d'années. Qu'est-ce qui ne va pas? Et tout est sorti. Je lui ai tout dit. Je lui ai parlé des demandes d'Evelyne, de son avocat, de sa froideur. Et je lui ai dit sa dernière arrogance. Tu ne peux pas te permettre un avocat pour me combattre. Un autre long et lourd silence s'étendait entre nous. Quand il a finalement parlé, sa voix était différente. La surprise a disparu, remplacée par quelque chose que je n'avais pas entendu depuis des années. C'était le bruit d'un frère aîné protecteur. C'était le bruit de l'acier. Elle dit, quoi, demanda-t-il, sa voix est dangereusement silencieuse. J'ai répété ces mots. D'accord, dit-il. Quand et où est la première comparution? Mardi prochain au palais de justice du centre-ville. Je lui ai dit, je vais effacer mon emploi du temps, il a dit. Ne lui parle pas. Ne parle pas à son avocat. Ne signe rien. Venez mardi. Je te retrouve là-bas. On a raccroché. Je me suis assis là, mon cœur battant avec un mélange de terreur et d'espoir terrifiant. Evelyne pensait qu'elle m'avait désarmé. Elle ne savait pas qu'elle venait de me donner une arme nucléaire. Elle était sur le point d'apprendre une leçon très dure sur ce que la famille signifie vraiment. Mise à jour 1. Le matin de l'audience préliminaire était un mardi misérable et pluvieux. C'était approprié. Je suis entrée dans le palais de justice seule, sentant chaque peu la partie de l'homme vaincu. Evelyne attendait de moi. Je portais mon meilleur et mon seul costume, celui que je réservais habituellement pour les mariages et les funérailles. C'était un peu des deux. Je suis entrée dans la salle d'audience désignée. C'était une pièce stérile et impersonnelle qui sentait le vieux papier et l'anxiété. Evelyne était déjà à la table du demandeur. Elle était incroyable. Elle portait un costume de puissance bleu foncé vif, ses cheveux parfaitement façonnés. Elle a l'air confiante et prête pour une prise de contrôle. À côté d'elle assit son avocat, un homme dans la cinquantaine, avec un sourire. Satisfait de lui fixer en permanence sur le visage. Ils riaient tranquillement ensemble en entrant. Elle m'a vu et son sourire s'est effondré une seconde, remplacé par un regard de pitié. Elle s'attendait probablement à ce que je sois plus cassée. Je viens de rencontrer son regard, mon expression vide, et je suis allée à la table de l'accusé. Je me suis assis, j'ai mis mon ancienne mallette sur la table, et j'ai attendu. Son avocat s'est levé et s'est arrêté. Monsieur Miller, dit-il, sa voix émouvante. Je suis content de te voir ici. Je crois que vous avez eu le temps d'examiner la proposition très généreuse de mon client. Si vous êtes prêt à signer aujourd'hui, nous pouvons le faire rapidement et sans douleur. J'attends mon conseil, j'ai dit tranquillement. En fait, il a gâché. Votre conseil? Bonne chance. Ne la trompons pas. Il est revenu à sa table. Le BEF a appelé le tribunal pour l'ordonner. Le juge, une femme à l'air sévère, entra et prit place. Elle a regardé le dossier. Miller contre Miller. Les deux parties sont-elles présentes et représentées? L'avocat d'Evelyne s'est levé. Oui, votre honneur. Alan Davis représentant la plaignante, Madame Evelyne Miller. Le juge m'a regardé, moi et l'accusé. Avant que je puisse parler, les lourdes portes à l'arrière de la salle d'audience se sont ouvertes avec un bruit de bruit. Chaque tête dans la pièce tourna. C'était mon frère, Marcus Sterling. Il ne portait pas seulement un costume. Il portait un costume d'armure taillé à partir de ce qui ressemblait à minuit et à une pure intimidation. Il a déménagé avec la grâce prédatrice d'une panthère. Sa mallette chère en cuir oscillant sur le côté. Une vague de murmures a éclaté dans la salle d'audience comme d'autres avocats et le personnel de la cour l'ont reconnu. Sa réputation l'a précédé. Il n'a regardé personne d'autre. Ses yeux étaient fixés sur moi. Il marchait directement sur ma table, mettait une main sur mon épaule, et la pressait doucement. Puis il s'assit à côté de moi, plaçant sa mallette brillante sur la table avec un clic solide et définitif. Le son résonnait dans la salle silencieuse. J'ai regardé Evelyne.
Son expression smug avait été effacée de son visage. Il a été remplacé par un masque d'incrédulité totale et horrifiée. Sa mâchoire était lâche. Ses yeux étaient larges. Elle semblait avoir vu un fantôme entrer et s'asseoir à la table adverse. Son avocat avait l'air encore pire. La couleur s'était drainée de son visage. Et son sourire a disparu, remplacé par un regard de terreur pure et sans adultère. Il savait exactement qui était mon frère. Marcus s'est penché vers moi, ignorant le reste de la pièce. « Désolé que je sois en retard, petit frère, murmura-t-il, un soupçon de sourire jouant sur ses lèvres. Trafic était l'enfer. Puis il a redressé, son comportement tout le business. Il a regardé directement le juge. Marcus Sterling, votre honneur, dit-il, sa voix un baryton commandant qui remplissait la pièce. Représentant l'accusé, monsieur Thomas Miller. Les sourcils du juge ont explosé. Elle connaissait le nom. Tout le monde le savait. Puis Marcus tourna son regard lentement, délibérément vers Evelyn. Il la regarda, puis son avocat terrifié, et leur donna un sourire froid et prédateur. « Mes excuses pour le retard, dit-il, sa voix dégoulinant de politesse marquée. Puis il regarda à nouveau Evelyn et livra la ligne qui a brisé tout son monde. Il n'a pas à me payer. Je suis son frère aîné. Le jeu venait de changer. Evelyn pensait qu'elle allait se rendre. Elle venait d'entrer dans une embuscade. Marcus ouvrit sa mallette, sortit une épaisse pile de dossiers, et la démolition commença. Il a immédiatement rejeté toutes ses demandes initiales, les a déclarées prédateurs, et déposées de mauvaise foi, et a annoncé notre intention de déposer une contre-pétition. Il a dit que nous cherchions une vérification médico-légale complète de tous les biens et dépenses du mariage pour les 3 dernières années, et que nous demanderions à Evelyn de payer tous les frais juridiques de Tom. L'avocat d'Evelyn est resté là à stagner. C'était un méné qui venait d'être coincé par un grand requin blanc. La bataille était terminée avant même de commencer. Mise à jour 2. Les 2 mois qui ont suivi cette première comparution devant la cour ont été un blitz juridique. Mon frère Marcus ne fait pas les choses de moitié. Il ne pratique pas seulement le droit. Il paie la guerre. Evelyn et son avocat pensaient qu'ils allaient me rouler dessus. Au lieu de cela, ils se sont retrouvés à la fin de recevoir une attaque systématique incessante. Marcus a d'abord déposé une motion de découverte. C'était une chose terriblement belle. Ce n'était pas une demande. C'était une demande pour chaque document financier que Evelyn avait touché depuis 5 ans. Les relevés bancaires, les factures de carte de crédit, les rapports de dépenses de travail, les transactions de Venmo, tout. Son avocat a déposé une requête pour la faire rejeter comme trop large et harcelant. Le juge, clairement intimidé par la réputation de mon frère, a examiné la justification de Marcus et a approuvé notre motion en entier. Evelyn était légalement tenue de tout remettre. Elle pensait qu'elle était intelligente, qu'elle avait caché ses traces. Elle ne savait pas qu'elle avait affaire à un homme qui employait une équipe de légistes pour s'amuser. Pendant qu'Evelyn se noyait dans la paperasse, Marcus l'a poursuivie personnellement. Il a programmé une série de dépositions, non seulement avec elle, mais avec ses amis les plus proches, sa famille et même quelques-uns de ses collègues. Sa stratégie était simple. Appliquer la pression de tous les côtés jusqu'à ce que la vérité soit levée. La percée a eu lieu lors de la déposition de la meilleure amie d'Evelyn, une femme nommée Chloé. Chloé était farouchement fidèle à Evelyn, mais elle n'était pas à la hauteur de mon frère. Il était poli, charmant et sans pitié. Pendant 3 heures, il l'a interrogée sur les habitudes de dépenses d'Evelyn, ses voyages de travail, son bonheur général dans notre mariage. Puis il a posé la question qui a cassé l'affaire. « Mademoiselle Albright, pouvez-vous me parler de monsieur David Quincy-Ecad » J'ai vu Chloé flinche. Ce nom ne m'était pas familier. Marcus a attendu. Chloé a essayé de jouer à l'idiot, mais Marcus a produit une pile de relevés de carte de crédit d'une carte que je ne savais pas qu'Evelyn avait. Une carte liée à notre compte d'épargne conjoint, un compte qu'elle siphonnait depuis plus d'1 an. Il a souligné une série de charges, un hôtel dans le pays du vin, des bijoux d'une boutique de main, des dîners chers pour 2. Mademoiselle Miller était à une conférence de travail à ces dates, mais son employeur a confirmé qu'il n'existait pas de telle conférence.
Vous n'étiez pas avec elle, alors je vous demande encore qui est David, Quincy et Cad? Chloé s'est brisée sous la peine de parjure. Elle l'a admis. David, Quincy et Cad étaient l'homme avec qui Evelyne avait eu une liaison depuis 18 mois. C'était un riche promoteur immobilier qu'elle avait rencontré par son ancien travail. Tout a cliqué sur place. Le secret, les exigences financières, la confiance. Elle ne me quittait pas. Elle me quittait pour quelqu'un d'autre. Elle essayait de retirer notre mariage pour avoir des biens à emporter avec elle dans sa nouvelle vie améliorée. Son plan était d'utiliser mon argent pour financer son avenir avec son amant. La déposition de son amant, David, était encore plus éclairante. C'était un homme arrogant, mais son arrogance s'est effondrée sous l'interrogation incessante de Marcus. Il a admis l'affaire. Il a admis qu'Evelyne et lui avaient planifié le divorce ensemble. Il a même admis que c'était son idée pour elle d'exiger la maison et le soutien de son conjoint, lui disant que je serais trop pauvre et trop faible pour me battre. Ils m'avaient sous-estimé. Ils avaient sous-estimé ma famille. Avec ces dépositions, le cas d'Evelyne n'était pas seulement affaibli, il a été anéanti. Elle avait commis un parjure dans ses dossiers initiaux en prétendant qu'elle était une épouse fidèle. Elle avait des biens cachés et des fonds conjugaux. C'était une menteuse et une fraude. Son avocat a appelé Marcus, suppliant de régler. Il a dit qu'Evelyne était prête à abandonner toutes ses demandes et à partir. La réponse de Marcus était froide. Non, dit-il. Se retirer est un privilège qu'elle n'a pas gagné. Nous ne sommes pas prêts. Nous allons au tribunal et nous allons la brûler par terre. Elle voulait se battre. Maintenant elle en a une. Dernière mise à jour. Cela fait 6 mois que je suis entré dans cette salle. Un homme qui pensait avoir tout perdu. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'avais tort. Je n'ai rien perdu de vraiment important. J'ai tout récupéré. La dernière date était une formalité. Face à la montagne de preuves contre elle, aux dépositions, au rapport de comptabilité médico-légale, à la preuve de son affaire et à sa conspiration pour commettre une fraude, Evelyne n'avait d'autre choix que de se rendre complètement. Son avocat, qui avait l'air fatigué et totalement vaincu, lui a conseillé d'accepter toutes les conditions que nous avions proposées. Et les termes de mon frère étaient brutaux. Evelyne ne s'est pas enfuie sans rien. Elle est partie avec moins que rien. Elle a été forcée de renoncer à toute réclamation à la maison. Sa demande de pension alimentaire pour époux a été rejetée avec préjudice. Et parce que Marcus a pu prouver qu'elle avait dépensé plus de 60 000 $ de biens matrimoniaux dans son affaire d'hôtel, de cadeaux et de vacances avec son amant, le juge a ordonné que ce montant soit déduit de sa part de nos économies et m'a rendu. Elle a quitté le mariage avec une petite fraction de sa demande initiale, une montagne de ses propres projets de loi et l'humiliation publique d'avoir tout son plan trié mis à nu devant un tribunal. Les retombées de sa vie personnelle étaient tout aussi dévastatrices. Son amant, David, Quincy et Cad, face aux conséquences juridiques et sociales de ses actions, l'a largué presque immédiatement. C'était un homme attiré par un gagnant, et Evelyne venait de subir une défaite publique spectaculaire. Ses amis, dont beaucoup avaient été contraints de témoigner de ses mensonges sous serment, se sont éloignés d'elle. Elle a perdu son fiancé, sa maison, ses économies, son petit ami et sa réputation, tout en un coup. Tout ça parce qu'elle a sous-estimé l'homme tranquille à qui elle était mariée. Mais la vraie histoire, la partie la plus importante de tout ce chapitre est ce qui s'est passé avec mon frère. Quelques semaines après la fin du divorce, Marcus m'a appelé. « Retrouve-moi à l'ancienne maison », a-t-il dit. Je suis allé chez nos parents, la maison qui avait été la source de notre stupide querelle de 5 ans. Je l'ai trouvé sur le porche, assis sur les marches. On n'a pas parlé de l'affaire. On n'a pas parlé d'Evelyne. On a parlé des terribles voyages de pêche de notre père, de l'incroyable tarte aux pommes de notre mère. On a parlé d'être enfant. Enfin, après un long silence, il me regarda. J'avais tort, Tommy, dit-il. J'étais tellement concentré sur l'argent, sur l'actif, que j'avais oublié ce que c'était. C'est notre maison. J'avais tort aussi. J'ai admis que j'étais coincé dans le passé. Je ne voulais pas voir qu'il y avait un avenir différent pour cet endroit. On n'a pas vendu la maison. Nous avons décidé de le garder ensemble.
On a passé les derniers week-ends à réparer ça. Nous réparons le porche, peignons les chambres, le ramenons à la vie. Ce n'est plus un mémorial du passé. C'est un projet pour notre avenir. Un endroit pour notre famille, le vrai, pour se rassembler. Travailler côte à côte avec mon frère, outil en main, a guéri une blessure que je pensais être une cicatrice pour toujours. Evelyne m'a tiré dessus parce que je ne pouvais pas me permettre un avocat. Sa cupidité, son arrogance, sa croyance que j'étais faible et seule, c'est ce qui m'a forcé à faire l'appel qui a ramené mon frère dans ma vie. Elle pensait m'isoler. Au lieu de cela, elle m'a réunie avec la plus importante famille que j'ai. Elle a essayé de me laisser sans rien. Mais comme je suis ici aujourd'hui avec ma maison sécurisée et mon frère à mes côtés, je réalise que j'ai